Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour commenter l'intersaison NFL et comme vous avez pu le voir, on passe en revue toutes les divisions. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la NFC West et pour commenter les 4 équipes de cette division avec moi, c'est Bertrand qui est là. Salut Bertrand. Salut Mika, bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui nous écoutent en journée éventuellement. Donc voilà, profitez bien et bonjour à tous. Donc Bertrand, aujourd'hui, on va parler de la NFC West qui est la division des champions en titre, les Rams. Et justement, c'est par eux qu'on va commencer. Les Rams, alors, ils ont eu une stratégie en 2021 qui a été payante, qu'on a appelé un peu le all-in, comme au poker, de la franchise, c'est-à-dire faire venir des gros noms comme Von Miller, comme Odell Beckham et Stafford durant la précédente intersaison. Ça a marché, puisqu'ils ont été chercher la bague qui convoitait. Aaron Donald l'a enfin eu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que cette équipe va faire, à ton avis, sur cette intersaison, en sachant qu'il y a quand même un nombre de joueurs assez importants en fin de contrat, dont Miller et Odell Beckham. Comment tu penses qu'ils vont gérer cette intersaison, les Rams? Premièrement, moi je pense qu'il va y avoir le syndrome du champion, c'est-à-dire qu'on est bien placé pour le savoir, on a fait quelques articles là-dessus, il y a la difficulté de ce qu'on appelle le back-to-back, chose qu'ils vont sûrement vouloir essayer d'aller chercher. Ça a même été un peu abordé vis-à-vis du prisme du joueur Aaron Donald sur le fait qu'il serait susceptible de sortir de sa retraite, même si rien n'est officiel, si l'équipe était conservée. Donc, le problème, c'est comment ils vont faire se passer ce tournant du titre et savoir comment ils vont aborder les choses par rapport à ça. Comme tu l'as dit, il y a déjà principalement quelques éléments. C'est que Von Miller, Odell Beckham Jr., même s'il a sorti d'une blessure assez grave et on ne sait pas comment il va revenir, on va peut-être le développer après. Voilà, c'est des questions à se poser. Il y a aussi Sonny Mitchell qui sera agent libre, Darius Williams, qui a fait une très très bonne saison dans le backfield défensif. Donc voilà, moi je vais commencer par cet élément-là, le syndrome du retour, parce que on sait que quand on gagne un titre, on va au bout d'un effort assez important durant toute une saison. C'est quand même l'accomplissement de beaucoup de sueur, et je dirais comment ils vont aborder les choses et quels sont ceux qui vont vouloir rester ou ceux qui vont répondre aux sirènes de gros contrats. Donc ça va être cet élément-là qui va être un élément déjà clé. Ouais, je suis assez d'accord. Alors déjà, je te rejoins complètement sur le fait le vrai défi de garder une équipe compétitive quand tu veux partir en back-to-back. On l'a vu avec les Bucks, hein, qui avaient vraiment réussi à garder quasiment tous les joueurs, en tout cas tous les joueurs majeurs. Mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. Donc même avec le même effectif, ça reste quand même difficile. Là, ce que moi j'attends de voir en fait du côté des Rams, c'est est-ce qu'on va vraiment être dans cette stratégie de conserver le même effectif, c'est-à-dire re-signer avec Miller, tenter de re-signer avec Odell, ou est-ce qu'on va carrément se dire, non, on va plutôt laisser partir et on va aller chercher d'autres joueurs pour prendre le rôle de ces deux-là, parce que ça a été vraiment les deux joueurs majeurs, surtout en playoff. Est-ce qu'on va aller chercher des joueurs pour remplacer ces deux-là et du coup partir sur quelque chose d'un peu différent que ce qu'on a connu là cette année. Donc ça, j'ai du mal à le mesurer. Von Miller, en plus, on commence à dire que les Broncos aimeraient bien le faire revenir. Lui-même a déclaré que de toute façon, il serait un Broncos pour toujours. Donc, je serais pas étonné Oui. que lui, par exemple, s'en aille et revienne, par exemple, à Denver, par exemple. Oui, on voit que son passage a été dans l'esprit plus business qu'autre chose. Je vais chercher ma bague, Ouais, mais j'ai palmarès, ouais. pas. Il a dit ouvertement, je suis au Rams, mais enfin, il l'a pas dit de cette manière-là, mais c'était sous-entendu qu'en fait, voilà, je fais le taf, j'apporte quelque chose, j'étoffe mon palmarès, mais mon cœur sera toujours chez les Broncos. Donc c'est vrai que cet élément-là est à prendre en compte déjà. Ouais, c'est clair. Et puis, bon, il y a des joueurs. Alors, je pense qu'un Odell Beckham aussi, c'est quand même bien relancé cette année. Donc, est-ce qu'il va pas être tenté d'aller chercher un autre défi maintenant que la bague est acquise? En plus, bon, on le sait, il y avait vraiment ce truc pour ces joueurs-là d'avoir la bague et de se dire, bon, ça, c'est fait. Et maintenant, on peut peut-être aller faire autre chose, vu qu'on a réussi à être champion au moins une fois.
on l'a sur le CV, donc maintenant c'est bon. Donc j'attends de voir. En termes de cap space, c'est vrai que les Rams attaquent l'intersaison à moins 13 millions. Bon, en restructurant les choses, ils arriveront à s'en sortir. Il n'y a pas de souci, je pense. Mais j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont faire. Au niveau, en tout cas, des besoins, ce qu'on peut déjà souligner, c'est qu'ils auront certainement besoin d'un tackle gauche, puisque Andrew Whitworth devrait partir en retraite. C'est pas encore officialisé, mais il devrait se retirer, je pense, et aller en retraite. Alors, Whitworth, il a 40 ans, je crois, Bertrand, il me Ouais, semble. c'est ça, en 40-41 même, on est dans sa 41e année, en tout cas. Donc, bon, je pense que maintenant qu'il a été champion, il va certainement aller faire autre chose, peut-être se retirer, à voir. Donc, il faudra probablement un tackle gauche. Et je pense que aussi un point qu'il faudra travailler, c'est la défense, le secondary, puisqu'on l'a vu, Jalen Ramsey a été absent pas mal de temps cette année. Ça les a un peu pénalisés, mais ça leur a quand même permis d'être champions. Mais je pense qu'aller chercher un cornerback, ça pourrait être aussi une bonne solution pour eux. Alors là, au niveau de l'équipe, moi, ce que je vois également, et tous ces éléments-là sont totalement vrais et plausibles dans le scénario à venir, mais ce que je vois aussi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est l'attitude des joueurs en sortie du titre, et donc Andrew Whitworth, enfin, son départ, bon, qui est inéluctable par rapport à son âge, on n'est pas trop surpris, mais c'est Aaron Donald, bon, bah, je vais prendre ma retraite, c'est Von Miller, je suis un Broncos, mais voilà, Odell Beckham, qui, bon, est sur sa dernière année de contrat. Par le biais de l'arrêt de Andrew Whitworth, une ligne offensive qui va être quand même dépeuplée. On va pas dire qu'on peut compter sur Rob Havenstein pour dire de protéger correctement Matthew Stafford. Il a quand même été très souvent en difficulté cette année. Donc on sait très bien que si un élément, une partie de l'équipe, surtout on va dire si on prend les deux escouades, par exemple l'attaque est beaucoup plus faible à un moment donné, les joueurs inévitablement, pour ceux qui veulent re-signer, rester, venir. Bon, la draft, ils sont un tant soit peu obligés, on va dire. Mais en tout cas, ça laisse à réfléchir. Et puis, bah, voilà, il y a certains joueurs qui veulent se dire, je ne vais pas passer une année galère en sortie titre. Maintenant, si tous les joueurs qu'on vient de nommer se disent, Aaron Donald, je reste, Von Miller, je re-signe, etc., on pourrait repartir avec ce peu d'éléments à combler, on va dire, en ligne offensive, sur une très belle saison également. C'est clair. C'est vraiment une grosse incertitude là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Rams, je trouve, par rapport à un champion en titre pour l'année suivante, revient avec plus d'incertitude par rapport à d'autres champions on sait qu'ils sont revenus l'année suivante. La base est déjà là, il y a juste un ou deux éléments à contourner. Et c'est un peu le piège du système du general manager qui a voulu tout faire sur entre guillemets, ne pas bâtir sur la draft, mais bâtir sur faire venir des joueurs et peut-être perdre des tours de draft, c'est qu'à un moment donné, ça a sa limite aussi. C'est-à-dire que après, il faut avoir la chance que tout le monde dise oui pour retourner au charbon l'année suivante. Donc voilà, c'est vraiment le gros point, en tout cas pour les Rams cette année. Et justement, concernant la draft, on ne l'a pas mentionné, mais les Rams n'auront pas de premier tour et ni de deuxième tour. En fait, ils entreront dans la draft qu'au troisième tour, grâce à un choix de compensation qu'ils avaient récupéré. Donc, évidemment, la draft, elle va plutôt amener des joueurs de complément, je pense, plutôt qu'autre chose, à moins qu'évidemment, ils trouvent la perle rare au troisième ou quatrième tour. Mais à mon avis, ce sera plutôt des joueurs de complément dans cet effectif, donc pas forcément des joueurs de premier plan, en tout cas, ou qu'on n'attend pas, en tout cas, comme des joueurs de premier plan. Ouais, c'est vrai. Et puis, je voulais juste faire un petit aparté pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être découvrent aussi certains aspects des contrats, etc., qu'on parle peut-être pas souvent durant l'année. C'est que quand on parle de restructuration, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs ont des salaires qui peuvent parfois être importants et donc les franchises transforment, on va dire, les salaires sur encore 2 ou 3 ans en prime bonus à la signature. Donc, si les gens peuvent voir ça, c'est le fait qu'ils vont étaler en fait une partie du salaire sur ces 2 ou 3 ans en les donnant, je veux dire, s'il y avait 9 millions, en mettant sur les 3 ans 3 millions, 3 millions et 3 millions, ce qui permet de libérer du cap space. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des articles avec restructuration de contrat ou autre, et ce qui permet d'alléger la masse salariale pour pouvoir recruter durant l'année. Voilà. Alors, après, tout à fait, et il y a même des franchises qui re-signent des contrats avec les joueurs, avec même une partie du contrat qui s'étend
après que le joueur, par exemple, prenne sa retraite ou ce genre de choses. Donc, il continue à l'avoir dans la masse salariale, même sur des années après, ça peut arriver. Voilà. Alors après, est-ce que les équipes préfèrent couper, arrêter des contrats et se dire même avoir ce qu'on appelle le dead money, donc on dire de l'argent mort, c'est-à-dire qui va être impacté sur la masse salariale tout de suite, ou préfèrent à ce moment-là se gagner du temps, pouvoir recruter, et puis à ce moment-là, bah, même si ça coupe, cet argent-là, de toute façon, ils le devront à un moment donné. C'est tout dépend la tactique qui sera mise en place par rapport à la franchise et ses besoins durant l'année. Donc c'est un peu ça C'est en règle générale. exactement, ouais, c'est Ouais. exactement ça. On va passer à la deuxième équipe de cette NFC West, Bertrand. Les Cardinals, alors équipe qui nous a un petit peu déçus, même si on les a jamais non plus classés tout en haut de nos espoirs en 2021. Ils avaient démarré très fort, les Cardinals. Et puis bon, ça s'est essoufflé sur la deuxième partie de saison. Et ils ont finalement pas tenu leur rang ensuite. Donc, les Cardinals, ils affrontent l'intersaison avec un cap space positif. Ils sont en gros plus 3 millions. Et puis, bon, ils vont retravailler certains contrats. Donc, ça va leur dégager un peu de masse salariale. Ils ont par contre beaucoup d'argent libre. En particulier un qui est Chandler Jones, qui va être agent libre. Mais ils ont aussi Zach Ertz, ils ont AJ Green, ils ont James Conner, le running back. Ils ont Chase Edmonds, lui aussi running back. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Comment, selon toi, ils vont travailler ça et agir sur cette intersaison? Et surtout, à ton avis, qu'est-ce qu'ils doivent apporter dans cet effectif pour donner, entre guillemets, enfin à Kyler Murray les possibilités d'aller jouer les playoffs et de devenir un contender pour un futur Super Bowl? Alors, chez les Cardinals, il y a une chose qui est importante, c'est aussi déjà l'état d'esprit de Kyler Murray en soi. Parce Ouais. qu'on sait il a eu quelques tweets effacés, où il a effacé ses comptes Cardinals, il les a remis. Il laisse passer des messages à sa direction sur le fait qu'il a besoin d'avoir des joueurs pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, il met pas les choses sereinement autour de la table pour la franchise d'Arizona. Donc ça, c'est déjà un premier point en soi. Admettons que de toute façon, pas les choses changer par rapport à lui, mais admettons que donc la saison se fasse avec Kyler Murray, il est certain que il va y avoir quand même une grosse difficulté à pouvoir garder tout le monde. Et puis, on arrive justement à ce poste de running back qui a quand même été tenu la plupart du temps correctement par James Conner. Et donc, James Conner et Chase Edmonds sont quand même deux éléments qui risquent, a priori, on sait qu'on va parler sur des suppositions dans notre analyse, mais qui risquent l'un et l'autre éventuellement peut-être de partir. Donc, c'est déjà la base du running back, même si c'est des... Alors, justement, je me permets de t'interrompre. Une question, parce que ça, il y a des gens, alors tout le monde n'est pas d'accord. Bon, toi, je sais que tu vas avoir un avis un peu tranché là-dessus. Certains disent, il faut des fois filer un gros contrat à un running back. D'autres disent, de toute façon, des running backs, on en trouve toujours. Il vaut mieux avoir une escouade de 2-3 running backs, entre guillemets, moyen plus, plutôt que de mettre beaucoup d'argent sur un soi-disant très bon running back au risque qu'il se blesse et que derrière, tu profites pas du contrat que tu lui as offert. Selon toi, tu penses que les Cardinals devraient plutôt partir dans quelle direction? Aller chercher plutôt des running backs à la draft et à la free agency ou filer un contrat à Conner au risque que dans un an ou 2 ans, tu aies une blessure et tu lui as fait tout ça pour pas grand-chose? Bon, tu connais bien mon point de vue et je pense que je vais pas te surprendre. Globalement, moi, filer un contrat important à James Conner, c'est pas la meilleure idée qu'il soit, parce que, comme je dis, on peut toujours avoir, que ce soit la draft dans les tours suivants, de très bons running backs, ou alors dans les running backs qui a là à l'heure actuelle. On voit, alors bien sûr, c'était un petit jeune, mais Stevenson chez les Patriots, qui a fait une Ouais, admirable saison. De toute façon, très le très running bon. back, il faut être clair, il est dépendant aussi de sa ligne offensive qui va lui ouvrir les brèches. Voilà, parce qu'au final, Oui, il oui, peut oui. gagner les yards suffisants. S'il n'a pas la ligne offensive qui lui ouvre les brèches pour repousser ce qu'il y a en défense, de toute façon, il ne fera pas une saison mirifique, même s'il a du talent. Oui, oui, c'est clair. Bon, C'est clair. donc je pense qu'à mon avis, il ne faut pas s'acharner foncièrement à vouloir garder James Conner et Chase Edmonds pour émettre énormément d'argent sur eux. Là où je pointerai le doigt, ce serait plus quand même dans l'esprit, même s'il y a du talent,
Là, je penserais plutôt à la structure de l'équipe et comment Kingsbury, on va dire, va apporter plus de sérénité à cette franchise et ne pas se déliter sur des matchs où ils vont prendre une grande avance et puis tout perdre d'un coup. Voilà, c'est plutôt trouver, je sais pas, ou un coach psychologique, on va dire, pour ces deux escouades, pour dire, bah voilà, il faut aborder les choses de cette manière-là, parce que le talent, ils l'ont, mais il y a une faille psychologique qui se trouve quelque part durant la saison, et surtout, si on a déjà cette faille psychologique en saison régulière, sur des matchs de saison régulière, qu'est-ce que ça sera en play-off également Oui, c'est à un clair. moment donné. Donc je pense que Clair. c'est là-dessus qu'ils ont à jouer, en tout cas, déjà d'un premier point de vue. Oui, c'est clair. Et de toute façon, oui, je pense que ça, c'est un point. Étonnamment, ils ont quand même des joueurs d'expérience parce qu'ils ont été chercher J.J. Watt justement cette année. Ils avaient récupéré aussi DeAndre Hopkins, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur receveur de la ligue quand il est en pleine forme. Donc, il y a quand même du monde, je trouve. Je pense qu'il faudra faire attention aussi du côté du jeu de passe parce que AJ Green, Christian Kirk, Zach Ertz sont en fin de contrat. Donc, ça fait quand même 3 titulaires au poste de receveur ou tight end. Et ça, je pense que c'est quelque chose où il va falloir vraiment trouver des joueurs pour venir compléter les squads de receveurs, pas laisser Hopkins tout seul. Maintenant, je suis assez d'accord avec toi. Le côté psychologique, c'est un point à travailler, à mon avis, chez eux. Spécialement pour Murray, que je trouve un peu léger par moment dans les matchs. Je trouve qu'il sort des fois complètement des matchs. Et il est censé être le leader quand même offensif de cette équipe. Donc, c'est lui justement qui doit porter ça. Et je trouve que c'est pas forcément le cas ces derniers temps. D'ailleurs, alors du coup, je suis en train de regarder ce qu'avait fait Damien sur la mock draft, puisqu'il faut savoir que les Cardinals ont tout leur tour de draft. Et ils entreront donc avec le 23e choix sur cette draft. Damien a mis un pass rusher justement dans le choix des Cardinals avec Jermaine Johnson. Mais il a dit qu'un running back n'était pas à exclure à ce stade. Bon, drafter un running back au premier tour, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, Bertrand. Non, on a vu l'expérience Saquon Barkley. Aller prendre un running back dans les sphères les plus hautes ou pour les tours les plus hauts, on le sait, c'est pas que l'expérience Saquon Barkley. Hein, il y a eu d'autres cas dans l'histoire de la draft. Donc, je pense que les franchises, si elles n'ont pas compris, elles devraient quand même s'inspirer du fait de faire dans une ligue qui est très statistique, justement de voir quels sont les running backs qui ont le mieux réussi ou pas. Donc non, dans les tours suivants, ce serait quand même le plus judicieux d'aller chercher éventuellement un joueur, mais par la suite en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, je regardais certaines mock drafts où il donnait plutôt un running back aux Cardinals au 2e, voire 3e tour, en fait. Ce qui serait, à mon avis, plus cohérent, carrément plus cohérent. Alors après, si je suis plus factuel sur l'équipe, là où j'ai parlé d'un point de vue psychologique, mais si je suis plus factuel, ce serait plus sur, vraiment, quand là on va parler des éléments manquants, effectivement, sur tout ce qui est le backfield défensif, au niveau des cornerbacks et des safety. Globalement, comme tu l'as très bien mis dans l'article, on a Charvarius Ward qui pourrait être au moins un apport intéressant pour cette équipe, mais il est certain que le seul Byron Murphy, on va dire, dans toute cette escouade, ne peut pas tenir l'ensemble de l'équipe, même s'il y avait également des joueurs comme Buda Baker, où on sait qu'il a quand même fait de super Isaiah Simons aussi. Voilà. Je pense qu'en fait, il y a un trop grand écart entre de très bons joueurs à leur poste et d'autres qui sont vraiment, à mon avis, il n'y a pas d'équilibre. C'est soit très bon, soit entre guillemets très mauvais. Donc il faudrait trouver un certain équilibre pour éviter que les équipes ne ciblent que les très mauvais et puis qu'ils évitent de prendre trop de yards également lors des confrontations. Donc ça sera à voir aussi. Puis voir aussi pour J.J. Watt si la vieillesse ne se fait pas sentir non plus. Hein. Je suis malheureux de le dire comme ça, mais à un moment donné, le corps commence à lâcher. Et ici, il ne faudra pas se tourner également sur la ligne défensive, la première ligne, pour voir s'il n'y a pas des éléments à apporter. Ouais, entièrement d'accord avec toi. On va passer à la 3e équipe de cette division qui a été une belle surprise d'ailleurs une fois arrivé en play-off. Alors, moins pour moi parce qu'ils ont éliminé les Packers. C'est San Francisco, les 49ers.
Grosse escouade, je trouve, gros effectif, mais il leur manque encore. Pour moi, je les compare aux Rams de 2020, c'est-à-dire il leur manque encore ce petit quelque chose pour aller jusqu'au Super Bowl. Est-ce que c'est un quarterback? Justement, on va pouvoir en parler parce que je pense que c'est quand même le gros point de leur intersaison, c'est savoir quoi faire à ce poste de quarterback. Ils ont Jimmy Garoppolo, mais qui est plutôt donné en partance. Ils ont un remplaçant qu'on a très peu vu, qui est Trey Lance, et on l'a quasiment pas vu. Et a priori, les échos disent qu'il ne serait pas forcément prêt pour la NFL pour le moment. Selon toi, que vont faire les Niners avec cet effectif et surtout avec ce poste de quarterback? Bah, bizarrement, moi je sens bien parce qu'on n'a pas, on a des équipes qui s'activent où des noms reviennent régulièrement de franchises où on voit sur des rumeurs ou autres. Alors je ne dis pas qu'ils vont pas le faire, mais là je ne sais pas, je le sens de cette manière-là. Alors peut-être que tu vas me contredire complètement, mais qui serait capable là à l'heure actuelle de faire confiance à Trey Lance, en tout cas pour pas prendre la suite. Je pense que Kyle Shanahan a assez d'audace en tout cas pour tenter le coup. Voilà, parce que il se dit aussi que il est peut-être arrivé à un tournant avec Jimmy Garoppolo. Et je sais bien que c'est pour moi peut-être le scénario le moins probable, mais dans un renouveau, on va dire, vu qu'il a fait une année derrière un quarterback d'expérience, mais on sait aussi qu'il a été souvent discuté Garoppolo et que sur la fin, il y avait même quelques, on va dire, conférences de presse où Jimmy Garoppolo disait qu'il était prêt, mais enfin, on comprenait bien à demi-mot que peut-être qu'il savait déjà son futur dans la franchise. Et il me semble qu'ils sont capables de lancer Trey Lance pour pouvoir porter l'équipe. Alors, c'est un gros risque, mais ce n'est que mon avis pour le moment. Ouais, alors j'ai du mal à me faire une idée là-dessus. C'est vrai que Trey Lance, on l'a quasiment pas vu de toute façon cette saison. On lit plein de choses sur Trey Lance. Effectivement, on lit que peut-être il sera lancé. J'ai aussi vu des commentaires de joueurs, d'anciens joueurs comme Joe Montana qui étaient plutôt pas rassurants concernant le niveau de Trey Lance, en tout cas à l'heure actuelle, et surtout son niveau de préparation pour aller dans une ligue comme la NFL. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Moi, à une époque, tu vois, il y a allez, un mois et demi de ça, j'aurais pensé qu'ils tenteraient le tout pour le tout avec un Aaron Rodgers. Je me disais, ils vont aller chercher Rodgers. Rodgers est de Californie. Ils vont donner Garoppolo, ils vont donner des tours de draft, peut-être même un autre joueur pour faire venir Rodgers. Bizarrement, c'est pas le cas. A priori, Rodgers va rester du côté des Packers. Mais surtout, je ne les vois pas trop s'activer pour le moment. Même sur un Russell Wilson, on n'entend pas encore grand chose. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Ils pourraient effectivement se diriger vers Trey Lance s'ils y croient et ça pourrait être la solution. Pour rappel, Garoppolo, je regardais son contrat. Donc, c'est sa dernière année de contrat avec les 49ers 2022. Et s'il était coupé ou tradé avant le 16 mars, donc, et la free agency, les Niners économiseraient à peu près 25 millions de masse salariale, en fait. D'accord. Ouais. Donc, ils économiseraient 18 millions tout de suite et ensuite 7 millions et demi quand ils rejoindraient une autre franchise. Donc, c'est quand même conséquent parce que tu peux faire venir du monde avec ça. C'est aussi un point. Alors, moi là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis aussi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que déjà, premièrement, je trouve que le management et le coaching de Shanahan et de John Lynch, globalement, est assez toujours audacieux, ou on va dire novateur, en tout cas Oui, dans la façon d'aborder les choses. Donc, moi, c'est pour ça que ça me fait pas peur que je pense qu'ils puissent lancer Trey Lance. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont un jeu qui est porté sur le fait que c'est pas, on va dire, les exploits du quarterback sur une passe de 60 yards qui fait la différence, on va dire. Donc, on a un jeu qui implique complètement l'ensemble de l'équipe sur un jeu de course semi-hybride entre wide receiver et running back pour Deebo Samuel et ouais. Elijah Mitchell et imaginons Raheem Mostert qui a, je crois, dans un article, a dit qu'il est revenu à 100% et que globalement, il pourrait repartir et que même les Niners seraient capables de lui faire confiance. Donc, cet effectif et cette façon de jouer
Si en plus il garde Trent Williams, qui est quand même un élément très important de l'équipe. Ouais, c'est un excellent joueur. Voilà, donc il pourrait justement avoir l'audace de faire ça. Alors après, Russell Wilson, je pense pas que les Seahawks le laisseront partir chez un rival de division concurrent direct. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et puis, je vois pas, vu la façon de jouer, que la franchise intègre un joueur plus âgé, même avec tout le talent du monde qu'il peut avoir, comme Rodgers, pour la simple et bonne raison de leur façon de jouer, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Ouais. Concernant les agents libres, du coup, je regardais, ils ont quelques agents libres, mais il n'y a pas de joueurs majeurs. Je dirais que le plus majeur, c'est Jason Verrett, peut-être, mais globalement, il y a pas de joueurs stratégiques dans les agents libres. Ils pourront trouver d'autres joueurs sur la free agency du même calibre. Donc ça, c'est déjà aussi un point. Mais côté défensif, je dirais qu'il faudra certainement renforcer le poste de cornerback parce que bon, c'est là où il y a le moins de joueurs brillants, on va dire, dans cet effectif. C'est vrai que quand tu regardes la défense, bon, les linebackers, de toute façon, Fred Warner, il fait tout seul, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est clair. Et sur la ligne défensive, bah, tu as Rick Armstead et tu as Nick Bosa déjà et Javon Kinlaw. Donc c'est vrai que tu peux renforcer, hein, mais tu as déjà du beau monde. Mais je pense que sur ce secondary, oui, le poste de cornerback pourrait être travaillé. Et surtout si Verrett s'en va, je pense qu'il faudra ajouter du talent. Offensivement, bah là, tu as plus que le choix, puisque que ce soit en running back avec Elijah Mitchell ou côté receveur avec Deebo Samuel, Ayuk, Kittle, tu as tellement de joueurs talentueux que t'as pas forcément besoin de beaucoup de recruter beaucoup à ces postes-là. Donc à mon avis, ouais, ça va être assez stratégique pour eux et c'est vraiment ce poste de quarterback, je pense, qui va être déterminant pour la saison prochaine. Ouais, et c'est là que quelquefois, comme on disait sur l'épisode précédent, on disait quelle est l'équipe qui va animer le plus. Je trouve que cette incertitude chez les Niners et le fait que s'ils ont l'audace de lancer Trey Lance, pour moi, ça serait bien animer justement la saison. Sachant en plus, comme tu disais, je fais juste une digression, mais par rapport au secondary, le backfield défensif, et on revient souvent pour beaucoup d'équipes sur le backfield défensif, hein, j'ai déjà remarqué, à chaque fois, des joueurs qui vont être très prisés en free agency ou à la draft, à mon avis. C'est qu'au final, par exemple, Jimmy Ward et Jaquiski Tartt, voilà, sur le principe, ne sont pas de mauvais joueurs. On a vu Jimmy Ward sur une interception décisive qui aurait pu faire basculer la finale de conférence, d'ailleurs. Au final, on voit bien que ces joueurs peuvent être des deuxièmes lames. Il faudra voir comment ça pourrait se passer, mais ils ont besoin d'avoir un joueur titulaire, on va dire, ou tout du moins, on sait, avec pétri de talent, à ce poste pour pouvoir aller plus loin. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Il faudra voir. Les Niners ont la chance je dirais, d'être dans peu d'incertitudes. Il y a des renforts à apporter, mais s'ils managent bien les choses, ils peuvent encore faire une très belle saison l'année prochaine et puis être premier de division NFC West, à mon avis. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas qu'ils termineront troisième comme cette année. Ça m'étonnerait aussi. Ouais. Ça m'étonnerait. Dernière équipe, Bertrand, on vient d'en parler parce qu'on a parlé de Russell Wilson, les Seahawks de Seattle. Alors, du côté des Seahawks, on a eu une saison catastrophique parce que déjà Russell Wilson a été blessé, mais en plus, le niveau de jeu était vraiment pas au rendez-vous. Et je dirais des deux côtés du terrain, parce que même offensivement, ça n'a pas été exceptionnel. Donc là, il y a plusieurs choses pour moi qui sont décisives pour eux. La première, c'est effectivement Russell Wilson. Est-ce qu'il va rester ou non? Il lui reste 2 ans de contrat du côté de Seattle, donc, mais on parle de lui sur le départ. Donc, est-ce qu'il partira ou pas? A priori, les Seahawks ne sont pas trop enclins à le laisser partir, mais lui, il voudrait peut-être aller voir autre chose. On a une masse salariale et un cap space où on est très confortable du côté de Seattle avec plus de 35 millions. Et si Russell Wilson partait, alors là, on aurait vraiment de quoi faire. Mais par contre, on a l'une des pires défenses de la ligue, la 5e pire défense en yards concédés et 2e pire défense en yards à la passe. Donc, vraiment une défense catastrophique
que va faire Seattle, à ton avis? Est-ce que vraiment ils ont des options de recréer une équipe compétitive rapidement autour de Wilson, s'il reste? Alors, les Seahawks, le problème, c'est qu'il y a un problème structurel de franchise. C'est indéniable. Là, il y a quelque chose qui ne va pas quand même, au final, surtout sur les choix de ces dernières années où, comme une autre émission qu'on fera plus tard, mais globalement, on a de nouveau une équipe qui n'est pas bonne du tout en ligne offensive, hein, on va être très clair. D'ailleurs, Dwayne Brown est un agent libre, mais je ne pense pas qu'il va être courtisé au point d'être une grosse perte pour la franchise. Et au final, c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que on en arrive à un Russell Wilson qui peut être usé mentalement de devoir courir pour sauver sa peau à chaque match, Ouais. que ce soit n'importe quel match de toute façon. Et au final, pour moi, là, la situation de Russell Wilson, c'est du 50-50. Pour moi, il y a 50% de chances qu'il reste, mais 50% de chances qu'il parte. Alors, je pense qu'il a, un peu comme d'autres quarterbacks, une clause spécifique sur le choix de la franchise vers laquelle il peut être envoyé, entre guillemets. Donc ça sera à voir aussi, hein, si bien sûr il a des exigences très bien spécifiques. Mais je veux dire, là, il y a tout à revoir, hein, dans cette franchise. Donc si on parle déjà rien que de l'aspect structurel, heureusement qu'ils ont Tyler Lockett et DK Metcalf, mais c'est pareil. Par rapport à ça, leur envie de jouer, entre guillemets, sera tributaire, en tout cas, de ce que va se passer avec Russell Wilson. Oui, c'est clair. Et C'est clair. vas-y, si tu as un avis, vas-y. Non, je disais oui, excuse-moi, je disais oui, entièrement d'accord, parce que jouer avec Wilson ou sans lui, c'est pas tout à fait pareil pour eux. Oui, bah, c'est sûr. Et puis alors là, après, tu as soulevé le gros point, qui fait peur, hein, c'est qu'en fait, sur les 11 défenseurs, il n'y a que Bobby Wagner. Enfin, voilà, je ne veux pas être méchant, mais on en est presque là. Hein. C'est, Jamal Adams, c'est l'ombre de lui-même par rapport même à ses déclarations, ou Oui. entre guillemets, ce qu'il pouvait montrer sur le terrain en faisant le coq et en disant qu'il était le meilleur du monde. Bon, aujourd'hui, il en est loin. Quand André Diggs il fait partie des free agents, mais c'est pareil, il n'a pas fait une saison magnifique. Il y avait DJ Reed, à la rigueur, mais le reste, voilà. On est loin de la défense du titre il y a quelques années, oui, c'est clair. La Legion of Boom se retourne dans sa tombe. Hein, c'est clair. Excusez-moi pour les fans des Seahawks, mais je pense pas que d'ailleurs, si vous êtes fan des Seahawks avec un tant soit peu, on va dire, de recul nécessaire, vous soyez contre nous ou pas d'accord avec nous par rapport à ce qu'on vous dit. Mais l'un dans l'autre, c'est pas, le but n'est pas de taper sur la franchise. Le but, c'est qu'on est malheureusement, je dirais, moi je suis malheureusement malheureux de la voir dans cet état-là. C'est-à-dire que même si elle est, comment on appelle ça, peut-être pas celle que je suis prioritairement, mais on se dit, une équipe qui était quand même, on se souvient du Super Bowl contre les Patriots il y a quelques années, voilà, qui a eu un titre, ce qu'elle devient aujourd'hui, quoi. C'est quand même triste, et sachant que je pense qu'il y a moyen de faire des choses, et on en revient par rapport à ton cap space, qui là, le problème va se passer que quels sont les joueurs qui, malgré ce cap space important, vont vouloir venir dans cette désorganisation structurelle. Il faut être clair à un moment donné. Tout à fait. Et alors encore pire si tu as un Russell Wilson qui s'en va, parce que là, évidemment, je pense que ce serait vraiment la fin, et pour attirer des joueurs, même si tu as Pete Carroll, pour attirer des joueurs, ce serait très compliqué. Donc ça me paraît vraiment une situation difficile pour les Seahawks, d'autant plus difficile qu'ils sont dans une division qui est très compétitive, avec les Niners, avec les Cardinals, avec les Rams, et donc les voir remonter dans cette division, à mon avis, ça va pas être de sitôt. Et je pense qu'ils vont passer à un moment donné par une reconstruction. Alors c'est une reconstruction un peu bizarre, parce que tu as quand même DK Metcalf qui est un joueur encore jeune, Tyler Lockett aussi, donc c'est vrai que c'est un peu une situation, je trouve, bizarre de leur côté, et où tu sais pas vraiment comment te positionner. Tu parlais de Bobby Wagner. Bobby Wagner, il va avoir 32 ans cette année. Oui, en plus, voilà. Donc, tu vois, on arrive au bout, quoi. Lui et Russell Wilson, c'est les rares joueurs qui font encore partie de l'équipe qui a été championne il y a quelques années de ça. Donc, on a vraiment cette sensation de fin de cycle, et je parle même pas de l'entraîneur qui pourrait aussi partir à un moment donné.
Pour moi, c'est l'élément clé, hein. Il est temps de changer. C'est malheureux à dire, mais il est temps de changer. Un Belichick, il n'y en a pas 50, malheureusement. Et je C'est pense clair. que le discours de Pete Carroll voilà, a fait ses preuves, mais est en train de se déliter progressivement. Et là, ça ne passe plus. Et je pense qu'il est temps, même pour aller, tant pis, hein, quitte à faire un reset, mais pour Seattle, de passer à autre chose, hein. C'est tout, hein. Il va y avoir des années de vache maigre. Il y a d'autres franchises qui les ont. J'en connais bien une pour le savoir. Donc voilà, mais peut-être qu'il est temps de passer à autre chose pour cette franchise. Je suis assez d'accord et je pense que c'est peut-être le bon moment. On a une draft cette année qui est pauvre en quarterback, mais l'année prochaine, normalement, on est censé avoir justement des quarterbacks intéressants. Donc c'est peut-être la bonne année pour la transition. Laisser partir Wilson, commencer à se préparer à l'année prochaine. Et justement, avec alors peut-être que Wilson partira, peut-être que Bobby Wagner aussi. Mais voilà, libérer du cap space, se préparer à aller chercher un quarterback à la prochaine draft et peut-être justement en tradant pour récupérer un choix plus haut dans la prochaine draft et reconstruire. Je suis avec un nouveau coach aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense Et que pour, c'est peut-être la bonne direction. et pour finir là-dessus, c'est d'ailleurs là qu'on va voir par rapport au staff, au board, au management. C'est pas quand les choses vont bien on attend après eux. C'est justement quand les choses vont mal et sur la reconstruction. Soit effectivement ils arrivent à se dire bon bah je m'excuse du terme, mais on est un peu à côté de nos pompes et il est temps de passer à autre chose et en tout cas de relancer la franchise. Ou alors ça peut être une période de 10-15 ans de disette, hein, si on fait toujours les mauvais choix, Ah, même si si on a c'est des mal géré, jeunes. ouais, Voilà. ouais, ouais. Bah, il y a Donc, on connaît des franchises spécialistes de ça en NFL, hein, donc, tout à fait, ça c'est sûr. donc c'est clair. En plus, Donc, je suis en train de dire ça et j'ai en même temps la mock draft qu'on a faite avec le nom des Lions devant moi, donc ouais, c'était voilà. vraiment pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des équipes aujourd'hui, telles les Lions, malheureusement, qui continuent année après année. Et il n'est pas dit que d'aller chercher une grosse star, de la faire venir, de mélanger avec un peu de jeunes, enfin, faire un peu n'importe quoi et partir dans tous les sens, ça n'a jamais apporté grand-chose. Donc là, c'est à Seattle de trouver les bons remèdes. Et je dis, c'est quand même bien triste de voir cette franchise au fond du seau de cette manière-là. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et en plus, des Seahawks, je rappelle qu'ils n'auront pas de premier tour, pas de choix au premier tour de la draft. En Ils plus, arriveront qu'au deuxième tour. Donc, c'est peut-être effectivement le moment de partir sur un reset et de commencer à reconstruire avec d'autres joueurs, un autre coach et surtout un autre quarterback peut-être l'année prochaine. ouais. Entièrement d'accord. Merci Bertrand, merci pour ces analyses. On est arrivé au bout de notre podcast. Merci à toi et merci aussi à tous nos auditeurs. On se retrouve, comme vous le savez, très régulièrement dans nos émissions et vous retrouvez aussi toutes nos analyses écrites sur ces différentes divisions NFL. Donc, on en a déjà publié une partie, on continuera à publier toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller les lire. Bertrand, on se retrouvera pour les autres analyses pour les prochains podcasts. Je te remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bonne journée, une bonne soirée. À À bientôt. bientôt.